pas si ça a changé ou pas. Vous avez aussi parlé des ressources non vivantes. Et nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas que le pétrole au Sénégal et le gaz. Vous nous avez montré aussi des ressources hydriques, énergétiques et minérales aussi. Vous avez aussi parlé de l'importance de la pêche en termes de sécurité alimentaire. Vous avez raison de dire que la consommation moyenne au Sénégal est de 29,5 kg par habitant et par an. C'est une moyenne, parce qu'au niveau des côtes, cette consommation dépasse largement les 35 kg. En termes de sécurité alimentaire aussi, nous tirons, nous tous, 75% de nos besoins en protéines animales de la pêche. Les 25 autres pourcents sont tirés de l'agriculture, de l'élevage. Sur le plan économique, effectivement, il y a une importance. Le secteur de la pêche, c'est le premier secteur d'exportation du Sénégal, avec 244 milliards de francs CFA en 2017. En 2016, on avait 204 milliards. En 2015, 200 milliards. Donc, toutes les 3 dernières années passées, la pêche a été le premier secteur d'exportation du Sénégal. Sur le plan social aussi, avec les 600 000 emplois, il y a aussi le côté touristique avec les loisirs et tout. Vous avez aussi abordé les enjeux et les défis, notamment pour le développement de la recherche et les ressources humaines. Les opportunités pour des solutions durables. Et vous avez terminé avec des recommandations qui sont très fortes pour la promotion de l'aquaculture. Et là aussi, je pense que le Sénégal est en bonne voie avec la création de pôles aquacoles au niveau de Sédhiou, au niveau aussi de certaines autres régions. Vous avez aussi donné comme recommandation le renforcement des structures de la recherche, le partage des expériences au niveau régional, national et international, et l'exploitation optimale des ressources halieutiques. Donc, je vais de ce pas donner la parole aux membres de l'équipe pour leur contribution. Et je vais commencer par Madame Bey. Vous avez la parole. Merci, monsieur. Merci, monsieur le modérateur. Je pense que quand on parle de la ressource, quand on parle des écosystèmes, ça me rappelle les négociations qui sont en cours actuellement au niveau des Nations Unies et qui portent sur les ressources génétiques qu'on trouve dans les zones au-delà des juridictions nationales. Ce sont des ressources qui sont capables, ce sont des germes qui sont capables de résister à une température de plus de 100 degrés. Donc, ce sont des ressources qui sont importantes pour l'industrie pharmaceutique, qui sont importantes pour l'industrie alimentaire. Donc, c'est des ressources que j'aurais aimé entendre dans le cadre des ressources vivantes. Les ressources vivantes, je pense qu'il a fait le tour. Moi, je vais axer un peu mon intervention. Je pense qu'il a fait donc le tour en ce qui concerne les ressources vivantes, les ressources non vivantes. Et en ce qui concerne les défis et les enjeux, il a cité les questions de gouvernance. Ça, c'est un sérieux problème, les questions de gouvernance des ressources. Quand on dit gouvernance des ressources, c'est la définition des conditions d'accès aux ressources. Accès aux ressources dans les zones économiques, dans les zones sous juridiction nationale. Dans ces zones-là, il y a les pêcheurs artisans, il y a les pêcheurs industriels, il y a les sociétés qui exploitent, qui explorent les ressources non vivantes, le pétrole, le gaz, les hydrocarbures. Donc, les conditions d'accès de ces personnes-là, les conditions d'accès de ces opérateurs-là méritent d'être connues, d'être donc connues. En ce qui concerne les conditions d'accès dans les zones économiques, en tout cas pour la pêche, pour les pêcheurs industriels, nous avons les licences, les conditions d'octroi de ces licences que nous appelons communément, nous, au niveau régional, qu'on appelle les autorisations de pêche. Ces autorisations de pêche ne sont pas clairement attribuées
aux opérateurs économiques. Donc, il faudrait qu'on définisse aujourd'hui quelles sont les conditions d'accès pour un pêcheur industriel pour accéder à la ressource. Pour les pêcheurs artisans, c'est le permis. Moi, je suis surprise. Dans notre pays, quand on demande à un pêcheur artisan de payer le permis, 5 000, 10 000, 15 000 francs CFA, il refuse. Alors que quand on lui demande en Mauritanie ou en Gambie ou en Guinée-Bissau, pour des sommes de 900 000 francs CFA, le pêcheur artisan, il obtempère. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on commence à réfléchir sur la contribution du secteur artisanal au budget de l'État. Parce que ça aussi, c'est extrêmement important dans les conditions d'accès. Autre chose maintenant pour l'accès aussi, il faut être inscrit au registre. On a mis en place un registre et on se rend compte aussi que de plus en plus, on a des difficultés pour avoir un registre national qui englobe aussi bien les navires de pêche industriels, les navires de pêche, mais également les navires qui opèrent dans le cadre des opérations commerciales. Autre chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention sur les conditions d'accès, c'est les observateurs. Nous avons beaucoup d'observateurs dans notre pays. C'était des observateurs qui sont très bien formés, mais nous n'avons pas d'observateurs qui suivent régulièrement la réglementation internationale. Je suis contente qu'on ait mis en place un thème sur les aspects juridiques et institutionnels, on y reviendra un peu plus tard, mais les problèmes de formation de ces observateurs et de ces inspecteurs qui sont chargés de veiller sur la ressource et qui sont l'œil de l'État en mer, je pense qu'aussi il faudrait qu'on s'y attarde en ce qui concerne les conditions d'accès dans les zones économiques. Maintenant, en ce qui concerne les conditions d'accès à la ressource pour des zones qui pourraient être en dehors de cette zone économique, c'est-à-dire des zones qui ne sont pas sous juridiction nationale, comme les zones de la haute mer, là, en ce qui concerne l'exploitation du thon, par exemple, nous avons une autre structure qui est l'ICAT, qui est chargée donc de gérer ces ressources-là. Et c'est une organisation de gestion qui prend des décisions, des recommandations au nom donc, de ces États membres, dont le Sénégal. En ce qui concerne maintenant les politiques de pêche sur la ressource, comment nous voyons cela ? La politique de pêche aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des contradictions au niveau même du ministère de la Pêche. Le ministère de la Pêche va vous dire que qu'il y a une surcapacité, que nous sommes en train de mener une politique de maîtrise de l'effort de pêche. En même temps, nous voyons qu'il y a une subvention. On accorde de plus en plus de subventions aux pêcheurs artisans qui va de plus en plus loin et qui se confrontent de plus en plus à la pêche industrielle, d'où des conflits qu'on rencontre de plus en plus en mer. Je pense qu'il faudrait aussi qu'on s'attarde, on en a parlé ce matin, les questions de subventions. Je pense que davantage, on devrait approfondir les réflexions sur les conditions de subvention de la pêche artisanale. Au niveau de l'OMC, les réflexions sont en cours, mais je pense qu'au niveau du Sénégal aussi, les réflexions sont en cours, mais il faudrait davantage s'attarder sur ces questions de subvention. Est-ce qu'il faudrait accorder aux pêcheurs artisans une subvention discriminée, c'est-à-dire choisir, sélectionner un certain nombre de pêcheurs artisans pour pouvoir bénéficier d'une subvention, ou bien est-ce qu'il faudrait élargir la subvention et voir dans quelles conditions on va élargir cette subvention. Ça, c'est au niveau du ministère des Pêches. Et on voit également qu'il y a des contradictions manifestes entre la politique sectorielle de pêche et la politique sectorielle du ministère des Transports ou du ministère de la Santé. Les questions, par exemple, de lutte contre le sida, je n'ai pas entendu parler, questions de santé des pêcheurs, parce que ça a une influence sur la ressource. Ces contradictions-là ne sont pas encore levées. Il y a des contradictions également entre la politique sectorielle de pêche et les politiques commerciales, d'où les questions qui sont à l'OMC. On pourra peut-être y revenir si le temps nous le permet. Maintenant, une ressource qui est importante, ce sont les ressources partagées. On en a parlé aussi également. Dans le cadre de la gestion des ressources partagées, la ressource, c'est une ressource par définition qui n'appartient pas à un pays. C'est une ressource qui appartient à plusieurs pays.
je me souviens encore, à un moment donné, on disait que la ressource, par exemple les petits pélagiques, les sardines, les sardinelles, quand ils passent au Sénégal, le Sénégal essaie de bénéficier au maximum, dans le cadre des accords de pêche, de ces ressources-là. Quand ça va aller en Mauritanie, la Mauritanie aussi, quand ça va migrer en Mauritanie, la Mauritanie également va signer des accords de pêche sans tenir compte du fait que la ressource est une ressource partagée. Donc ici, je pense que nous avons besoin de nous attarder sur cette question-là aussi, c'est une problématique. Au niveau de la Commission sous-régionale des pêches, la solution qu'on a trouvée, du fait que c'est une ressource qui appartient à plusieurs États, c'est de mettre en place des cadres de concertation. Il y a des cadres de concertation au niveau national qui rendent compte aux cadres de concertation au niveau régional. C'est ce cadre-là aujourd'hui qui est chargé donc de formuler des recommandations à l'endroit des politiques pour la gestion des stocks partagés. Et qui dit ressources également, gestion des stocks partagés, il faut savoir ce que c'est qu'un stock partagé. Et pour connaître ce que c'est qu'un stock partagé, évidemment, c'est la connaissance de la ressource. Et qui dit connaissance de la ressource, bien sûr, parle donc de renforcement de la recherche halieutique. Un autre problème qui est qu'une conséquence de la malgouvernance, c'est la lutte contre la pêche illégale. La pêche illégale, elle s'est développée de plus en plus dans notre région. C'est un problème qui ne peut pas être géré par un seul pays, du fait que le voleur, par définition, il peut quitter un pays et aller dans un autre pays. C'est par définition des ressources qui sont partagées et que quand on vole, quand on pille des ressources dans un pays, ça a des influences dans les autres pays. La pêche INN, aujourd'hui, est devenue une gangrène mondiale. Et donc, au niveau du Sénégal, on a pris énormément de mesures, notamment avec l'acquisition de patrouilleurs de haute mer, ça c'est à saluer, une formation des inspecteurs, une formation des observateurs, mais il ne faut pas oublier que le secteur de la pêche est un secteur qui est dynamique. Donc, de plus en plus, il faut des formations continues. Et je pense qu'on devrait veiller à ce que ces cadres chargés donc de veiller à la lutte contre la pêche illégale suivent donc tous les programmes d'aménagement et les cadres institutionnels et juridiques internationaux. Il faut également renforcer les stations côtières. Les stations côtières, ce sont des démembrements de la direction chargée de la surveillance. Ces stations, du fait que cette pêche illégale, du fait qu'il faut suivre la mise en œuvre effective des plans d'aménagement, a besoin d'être renforcée en pirogues, en patrouilleurs, en personnel, donc bien formé. Également, dans le cadre de la lutte contre la pêche illégale, c'est l'obligation du port de VMS. Je pense que c'est obligatoire au Sénégal, donc c'est quelque chose à saluer. Le VMS, c'est un système de suivi des navires en mer. Tout ça, si je le dis, c'est parce que ça a une influence sur la ressource. Parce que si le navire, il a la liberté de pêcher, enfin du moins, même s'il pêche dans le cadre d'une autorisation de pêche, et que les systèmes de surveillance n'ont pas les moyens de vérification du navire qui opère dans une zone ou dans une autre, je pense que le résultat serait vain. Donc, ce serait bien d'avoir ce système qui permet de suivre le navire et de le détecter en mer et de vérifier que le navire respecte l'espèce pour laquelle il a reçu l'autorisation de pêche. Donc, j'ai déjà parlé de la formation, les problématiques de formation. Maintenant, en ce qui concerne la transparence, le FITI, le Sénégal fait partie des pays pionniers en matière de FITI, Fisheries Initiative Transparency. Donc, c'est une initiative mondiale en ce qui concerne la transparence dans le secteur de la pêche. C'est une initiative qui a été prise, qui prend le modèle de l'ITIE.
Le Sénégal a été pionnier dans le sens où M. le Président de la République s'est déplacé en Mauritanie pour participer à la réunion d'inauguration de ce FITI-là, de mise en place de ce FITI au niveau mondial avec la Mauritanie. Et la Mauritanie est très en avance sur ce domaine-là. Ils ont mis en place le comité national chargé de ce suivi-là. Au Sénégal, on traîne toujours les pieds et je pense que ce serait important que le Sénégal donc, développe, renforce davantage ces questions de transparence dans le secteur de la pêche. Voilà, Monsieur le Président, ce que je peux dire maintenant. Merci. Donc vous comprenez toute la pertinence quand même des questions soulevées. Et je pense que nous aurons l'occasion peut-être à travers les débats de revenir sur certains points. Je vais alors donner la parole à M. Mackay Niang, architecte-chercheur. M. Mackay, vous avez la parole. Merci. Bon, je vais d'abord dire que je ne suis pas membre de l'équipe. J'ai été coopté comme le professeur Kane pour être discutant, comme on dit, ou commentateur. Mais je m'en réjouis et je ne me plains pas parce que je voulais être dans la commission 5 et je me disais, mais écoute, je devrais parler quand même sur la commission 3 et donc c'est une opportunité qu'on m'offre et donc je ne me plains pas. Je m'en réjouis. D'abord, c'est pour féliciter d'abord l'Académie de cette initiative et je parle sous le contrôle du Dr Kane que depuis des années, on se préoccupe au Sénégal de mettre en place un système national d'innovation pour dire qu'on a de la recherche, mais en fait l'innovation peine à fonctionner. Et c'est une belle nouveauté que le ministère de l'Enseignement supérieur puisse avoir un peu l'innovation avec et que là, on s'en réjouit. C'est vrai que pour l'innovation, un système qui d'abord voit quelque part où on fait la recherche, un système aussi, il y a des incitations de l'État pour cette recherche et qu'il y ait des gens qui exploitent les résultats. Je crois que pour le moment, on est encore très embryonnaire dans ces démarches et je pense que cette initiative d'ouvrir un débat national ouvert sur les résultats de recherche est à saluer, vraiment je m'en réjouis. L'autre élément, c'est l'opportunité du développement durable. Et quand je dis opportunité, c'est de transformer les contraintes en opportunités. Et la ressource, souvent l'air ou le vent, pour un architecte, peut être une contrainte, parce que vous savez, quand on fait un bâtiment, le vent a tendance à le renverser. Et il faut que le bâtiment soit solide et stable. Et donc ça, c'est une contrainte du bâtiment. Mais pour avoir le confort thermique dans un bâtiment, il faut que l'air circule pour ventiler. Voyez. Donc nous avons souvent les deux éléments à gérer, contrainte et opportunité. C'est pareil pour le prélèvement de sable et de basalte. C'est avec ça qu'on a construit beaucoup de bâtiments au Sénégal et aujourd'hui, c'est une contrainte. Mais toujours imaginez l'alternative. Il y a une plante qu'on appelle le Tifa qui pousse sur la vallée du Sénégal, qui était une contrainte environnementale. L'État dépensait des milliards pour l'éradiquer et chaque fois qu'on coupe une fois, ça pousse 2, 3 fois. Et nous, depuis 3 ans, on en a fait un matériau de construction. Ce Tifa peut remplacer le sable, on le mélange avec de l'argile et on a des briques et il devient isolant thermique dans le bâtiment. Surtout que souvent, on importe des isolants thermiques en matière synthétique et aujourd'hui, c'est un matériau végétal avec de l'argile. Vous voyez, il n'y a pas d'énergie et avec ça, on isole le bâtiment. Vous voyez bien que la contrainte, on le transforme en opportunité. Je pense que c'est dans cette dynamique-là qu'on doit continuer à travailler. Et je vais juste ajouter quelques référentiels sur le plan international. ODD, développement durable, mais il y a l'accord de Paris, on le sait, mais il y a un élément nouveau qui est dans notre domaine, c'est le nouvel agenda urbain. C'est un nouvel agenda urbain. Si vous regardez tout ce qui a été dit sur les ODD, sur l'accord de Paris, leur mise en œuvre, c'est dans le nouvel agenda urbain, c'est donc la ville. Quelle ville, quelle zone rurale, quel établissement humain durable. Et c'est dans cette dynamique-là, je mets ma casquette maintenant d'architecte conseil de la ville de Dakar. Ça veut dire quoi? On pense que le continental doit être aménagé, mais le littoral reste toujours en conflit avec le continent. Et tout le monde le dit. Et dans notre réflexion, on a pensé qu'il faut en fait concilier le continent et l'océan. Et l'idée, c'était quoi? C'est de faire vraiment une triangulation de la ligne de côte. Alors, quand on dit triangulation, ça veut dire que là où la mer avance, on laisse la mer avancer. Et là où la mer n'avance pas, le continent avance vers la mer. Et je crois que ce sont ces deux façons de faire une couture entre la mer et le continent qui peut stabiliser la situation. C'est ainsi que nous avons proposé que la ville s'ouvre à la mer. Mais en s'ouvrant, la question c'est quoi? C'est d'utiliser la ressource maintenant de la mer en termes de force marine. Quelqu'un a parlé tout à l'heure des énergies de la mer, les houles, etc. Mais dans un projet que je vais présenter dans la commission 5, c'est de faire ce que j'appelle des plateformes flottantes
Mais dans les plateformes flottantes, nous allons concilier, intégrer 5 énergies renouvelables. Je vais parler d'une énergie renouvelable qui n'est pas très connue souvent, c'est les énergies thermiques de la mer. C'est-à-dire qu'à 1 kilomètre en profondeur de la mer, vous avez de l'eau froide. Au-dessus, vous avez de l'eau chaude. Mais si vous les mettez en contact, vous avez de l'évaporation. Mais cette évaporation, pour faire fonctionner une turbine qui donne de l'électricité, et vous avez un sous-produit qui est l'eau dessalée naturellement. Et ça fait 10 ans que j'en fais la promotion, parce que je suis avec des partenaires britanniques ou français, et nous avons aujourd'hui été très avancés sur ce projet de plateforme, elle flotte. Et c'est même dans cet élément qui flotte que toutes les industries qui sont sur le littoral sont censées se positionner sur ces j'allais dire plateformes flottantes, d'abord pour utiliser l'énergie de la mer, parce que nous avons les éoliennes, nous avons le solaire, l'énergie des vagues, toutes ces énergies, 5 énergies, sont sur cette plateforme-là. Et même là, c'est une occasion de gérer les intermittences de ces énergies. On dit qu'il n'y a pas de soleil, d'accord, mais il y a du vent. Il n'y a pas de vent, il y a des vagues, etc. Donc, c'est cette combinaison d'éléments dans une plateforme modulaire, quand je dis modulaire, veut dire qu'on peut en ajouter 2, 4, 5, etc., et qui peut, en même temps, protéger les régions côtières. C'est-à-dire que si on, à Tchaoulène, là, on a mis 700 mètres de digues à 3 milliards. Vous voyez le prix? Donc, nous sommes dans une approche passive. Or, l'approche dynamique, c'est celle-là qui va intercepter l'énergie de la mer. Donc, cette énergie-là n'est pas juste faire un barrage, mais la question, c'est de la capter. Et si le littoral sénégalais est plein de plateformes, et en dessous des plateformes, en remontant l'eau froide, quelqu'un l'a dit, mais vous amenez des nutriments. Et sous les plateformes, on mettra de l'aquaculture. Et donc, c'est pour dire que l'architecte n'est plus en train de construire sur du sable ou je ne sais où sur le continent, mais il faut que l'architecture soit une architecture flottante. Et que dans les traditions, aller à Joal, à Fadjour, etc., mais vous avez des maisons sur pilotis. Donc, c'est une nouvelle culture qui nous permettra de ne plus avoir peur de la mer, mais d'habiter de la mer. Et c'est ça, une nouvelle approche d'innovation qui permet au Sénégal de ne plus avoir cette, j'allais dire, ce conflit entre l'océan et le continent, mais il faut que les deux s'interpénètrent et que la vie soit harmonieuse. Grosso modo, voilà quelques commentaires que je voulais faire. Vous savez que l'architecte est assez libre dans ses idées. Hein. Merci. En tout cas, nous avons fait un bon recrue en vous cooptant. Merci beaucoup. Au professeur Matar Ndiaye de l'ISC. Professeur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, voilà. Merci. C'est un plaisir pour moi de pouvoir commenter donc, la présentation du docteur Fall, qui est très, qui concerne en fait une thématique c'est très vaste. Hein. C'est très vaste, effectivement, parce que d'ailleurs c'est pour cela qu'on a eu donc la première intervention qui était un peu longue, parce que c'est une thématique qui aborde qui peut englober toutes les autres thématiques. Mais la seule différence ici, c'est que, bon, grâce à cette thématique, on peut en fait connaître toutes les ressources. Bon, pas toutes les ressources, mais au moins certaines ressources de l'océan. Voilà, pour dire comment c'est riche. En effet, il y a beaucoup de ressources qu'on ne connaît pas encore et qui sont dans ce vaste océan. Actuellement, on parle des océans, hein, mais avant, c'était un océan. Il y a quelques milliards d'années, c'était un océan. Et au fur et à mesure, maintenant, on parle des océans. Et c'est l'océan qui était là avant la Terre et qui a donné naissance donc à la Terre. Et tout ce qu'on a sur le continent, c'est grâce aux océans. Donc voilà. Et maintenant, cet océan-là est toujours là, est dynamique, avec des courants. Et ce sont ces courants qui dictent, donc grâce à ces courants, la vie existe. Donc ça, il faut le savoir. Alors, cette présentation a été bien faite, donc je ne vais pas revenir sur ce que le Président a parlé, mais surtout, je vais m'appesantir sur une recommandation qui, en fait, très importante, c'est le fait de prendre en compte toutes les compétences. Ça, c'est très important d'insister là-dessus. Toutes les compétences, que ça soit scientifique, non scientifique, tout le monde, toute la population, parce que c'est très important. C'est le littoral et
on doit prendre en compte en fait, les préoccupations de tout le monde. Et là, ce qui est très important ici aussi, c'est en fait que les ressources déjà qui existent posent problème. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'exploitation de ces ressources. On l'a souligné en début, hein, dans le premier commentaire. Il existe toujours des problèmes d'exploitation pour des ressources naturelles. Et là, on parle d'exploitation future d'hydrocarbures. Et là, on ne maîtrise même pas, en fait, l'exploitation de ces hydrocarbures. Déjà, on ne maîtrise pas l'exploitation de nos ressources, le poisson, halieutique et les ressources minérales. Et là, maintenant, il y a le pétrole et le gaz qui vont venir. Et on ne maîtrise pas notre océan. Éric l'a souligné en début de séance. Il y a des courants. On ne maîtrise même pas la direction des courants dans nos océans. S'il y a un incident qui se passe lorsque, par exemple, on exploite les hydrocarbures, quelles seront les conséquences? Quelle sera la direction de propagation de ces hydrocarbures? Tout ça, il faut pouvoir maîtriser cela. Et pour cela, il faut, comme on le dit, faire la promotion de la recherche. C'est-à-dire, je sais qu'il y a beaucoup de recherches, beaucoup de résultats, beaucoup de données qu'on a collectées au niveau de nos océans. Ces données existent dans les tiroirs des chercheurs. Mais dans un premier temps, la première chose, c'est de collecter ces données qui existent et de pouvoir les exploiter pour pouvoir aider nos gouvernants à prendre une décision avant l'exploitation de ces hydrocarbures. Quitte à retarder l'exploitation de ces hydrocarbures, mais au moins savoir exactement maîtriser l'exploitation de ces hydrocarbures pour éviter en fait des conséquences néfastes. Parce que depuis des siècles, nos aïeuls, nos grands-pères, nos pères vivaient de ces ressources halieutiques. Ces ressources halieutiques ont été notre principale source de nourriture depuis des centaines d'années. Et maintenant, imaginez s'il y a une catastrophe due à l'exploitation de ces hydrocarbures, quel temps passerait, quel sera le temps de régénération, c'est-à-dire le temps que vont mettre en fait ces ressources pour régénérer. Comme je l'ai dit au début, la Terre a son propre système, la Terre se régénère. Mais ça, c'est à l'échelle de la Terre. Mais à l'échelle de vie humaine, je crois que ce serait des centaines d'années avant que ça puisse régénérer. Donc ça, c'est des questions importantes qu'il faudra se poser avant que nos gouvernements puissent prendre des décisions. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup, professeur. Vous avez raison de revenir sur la synergie de toutes les compétences. Et je pense que par rapport à ça, le ministère de la Pêche et de l'Agriculture maritime a une politique claire par rapport à ça. C'est la vulgarisation de la cogestion. La cogestion, c'est une équipe pluridisciplinaire qui réfléchit sur les problèmes de la pêche. Dans cette équipe, nous avons l'administration centrale, les gouverneurs, les préfets, nous avons les collectivités locales, nous avons aussi les sages, parce que aussi, même les connaissances empiriques sont importantes dans ce dispositif-là. Nous avons l'administration générale et nous avons les pêcheurs au centre de ce dispositif, parce que ce sont les pêcheurs qui sont en contact avec la ressource. Donc, d'où l'importance vraiment de cette recommandation. Je pense que nous aurons le temps de revenir sur tous ces points-là avec les discussions. Bon, je vais maintenant donner la parole à M. Abdou Gueye. M. Abdou Gueye, vous avez la parole.
Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Permettez-moi, avant de dire un mot sur le vif du sujet, de faire profil bas devant mon professeur qui est Moucheli. Mais également, mais surtout remercier l'Académie pour cette excellente initiative et surtout Mouché Kane qui ne me connaît même pas. En me faisant déjà confiance de venir ici pour parler un peu de ces questions, parce qu'ils disent qu'il m'a entendu un peu parler sur RFI, et donc j'ai le temps de développer un peu. Pour revenir donc sur la présentation du directeur, vu sa présentation, je trouve qu'elle est excellente, mais également elle a donné des recommandations très fortes. Et ce que je retiens le plus, c'est l'implication de toutes les parties prenantes. Vu également sa présentation, j'ai beaucoup noté, et je peux dire, ça peut-être je vais le réitérer, que l'enjeu est de taille. Parce que nous avons des ressources macroéconomiques qui n'ont pas de même logique d'intérêt, mais et qui n'ont pas également de même nature. Vous voyez la pêche, qu'est-ce que cela apporte en termes de nutrition, en termes d'emploi, en termes de revenus, de devises pour l'État, mais également pour sa population. Au même moment, nous avons également des découvertes importantes en hydrocarbures. Donc le défi majeur, c'est de voir comment concilier ces deux activités macroéconomiques qui n'ont pas de même taille. L'un repose sur une ressource renouvelable, mais l'autre est épuisable. Et ça va me permettre également de préciser un peu sur l'état des découvertes pour mieux mesurer les enjeux. Tout à l'heure, dans sa présentation, il a parlé de segments, quand on passe un peu sur le littoral qui est divisé en 3 niveaux. Il y a la zone centre, il y a la zone nord, mais également la zone sud. Donc nous avons une découverte, pour le moment, quand je parle de découverte, c'est-à-dire des gisements commerciaux, au niveau de la zone nord, au large de Saint-Louis et de Kayar, qui fait environ plus de 35 TCF si on fait le cumul, donc qui peut aller jusqu'à 650 et quelques milliards de mètres cubes. Nous avons également du pétrole sur le bloc de Sangomar offshore profond. Et selon l'évaluation de DC, qui est une meilleure estimation des ressources contingentes, ça fait 563 millions de barils, même si la quantité en place est de 2,7 milliards. Donc la question c'est quoi? Il a parlé, il y a énormément de risques dans l'industrie pétrolière. Les risques d'accident ne sont pas du tout rarissimes. Et sur les recommandations, à chaque fois je me demande, si une fois ça entraîne une éruption de puits, quelles seraient les conséquences? Quel serait également l'apport de l'État pour anticiper sur la préservation et autres? Ce qui me permet même de citer le cas de British Petroleum dans le golfe du Mexique au niveau du puits de Macombo en 2010. Au moment du forage, il y a une explosion. Mais pour épurer le puits, ils ont passé jusqu'à 45 jours, ce qui faisait au total plus de 5 millions de barils de déversement. Donc ce qui entraîne en contamination avec l'eau de la mer, qu'est-ce que cela signifie après au niveau des ressources halieutiques? Toujours préciser l'état des découvertes par rapport à la connaissance scientifique du milieu. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Et à travers mes recherches, même de master, parce qu'actuellement je suis en thèse, je continue les recherches, j'ai même fait la cartographie des AMP, qui veut dire aires marines protégées. Et situer un peu la position des AMP par rapport à ce milieu, donc j'ai trouvé que l'AMP la plus éloignée n'a même pas dépassé les 15 km, et c'était l'AMP de Sangomar. Donc le pétrole se situe au large de 100 km. Le gaz au large de 125 km. Donc, l'écart qui existe entre, je dirais, 15 km à 90 km ou bien à 100 km, peut-on vraiment comprendre ce que le fond marin, surtout l'environnement benthique, nous réserve? Si je reviens toujours sur Crotte, je l'ai même suivi en ce qui concerne même les indicateurs de suivi. C'est souvent des indicateurs standards. Mais donc, il y a lieu de réfléchir un peu, d'orienter l'accent sur les indicateurs biologiques. Parce que les gens pensent que c'est en haute mer, donc il n'y a pas de conséquences. Donc dans l'industrie pétrolière, les découvertes se situent en haute mer. Mais pour passer à la production, il faut occuper pratiquement l'ensemble du territoire, de 3 à 125 km. Pour le projet de Cosmos qui précise que peut-être le pré-traitement se passera sur les 30 à 40 km de côte, le débarquement sur les 3 à 5 km de côte. Mais est-ce que nous mesurons un peu la réflexion sur la phase du pré-traitement où le contrôle n'est pas trop efficace? Je prends peut-être l'exemple en Afrique,
Parce que nous savons tous qu'en Afrique, depuis 1958, dans le golfe du Nord, il y avait énormément de découvertes, à savoir au niveau de Libye, à savoir au niveau de Nigeria et autres. Mais jusqu'à présent, la gestion environnementale reste inefficace et très lente. Donc c'est lié à deux niveaux. Notre cadre réglementaire n'est pas du tout approprié par rapport à l'industrie pétrolière. Mais cette recherche également est trop limitée. Et même si on nous propose une étude d'impact associée avec des cabinets nationaux, je me demande quelle est la limite de leurs compétences. Souvent, l'information est donnée par la compagnie. Mais nous tous, nous savons que c'est des logiques d'intérêt. Est-ce que les bonnes informations sont partagées? Quel devrait être le rôle de l'État? Et souvent, ça va me permettre même d'agir un peu sur la nature des contrats, parce que qui parle de contrat parle de négociation. Mais si on négocie, est-ce qu'on prend en compte cette défaillance liée au niveau de la connaissance du milieu marin? D'autant plus que c'est un contrat de partage de ressources. Mais aujourd'hui, les gens mettent l'accent uniquement sur le pétrole et le gaz. Et donc, nous, en tant qu'État, je pense qu'on devrait aller plus loin, penser surtout à la conservation de cette biodiversité, dont je voudrais un peu faire focus sur l'ODD 14, qui a des priorités avec des sous-thèmes, comme 14.1, 14.5, pour ne citer que cela, qui devrait être atteint même avant 2030, mais 2020 et 2025, par rapport à la situation où nous en sommes. Donc je pense qu'on ne doit pas tomber peut-être dans l'euphorie, mais aujourd'hui, je vais parler en tant qu'universitaire parce que je sais qu'il y a un manque crucial en termes de connaissances. Et à ce niveau, même si on nous propose ces études d'impact, je me pose la question, quelle est la fiabilité même de ces études d'impact? Ils ont passé l'étape d'exploration pour peut-être prendre un peu le contrôle de Woodside et de Ken Energy qui prépare la production peut-être d'ici les années 2021. Cosmos et BP également pour les mêmes années. Mais quel est l'état réel d'impact par rapport à ces phases d'exploration? Parce que nous savons tous qu'il n'y a pas de risque zéro. Pour forer un puits, ça peut générer jusqu'à 4000 tonnes de déblais, accompagné par des fluides. Est-ce qu'on devrait rejeter si nous parlons un peu de bonne pratique? Donc en fond marin, même si je reviens un peu sur les techniques de forage, tout n'est pas permis, compte tenu de la sensibilité de la biodiversité marine, surtout sur l'habitat marin. Vous parlez de changement climatique. Donc je mets l'accent sur cette mauvaise pratique toujours dans le système de torchage. Mais c'est ce qui est appliqué en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour au moins changer la tendance? Peut-être ce sont ces questions que je vais poser, parce que je l'ai toujours dit, j'ai fait une formation, mais je continue à faire des recherches. Ce qui nous intéresse de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le Sénégal. Les compagnies sont là, on comprend un peu leur logique d'intérêt, mais nous également, quel devrait être notre rôle pour mieux équilibrer l'intérêt par rapport à cette gestion? Donc cette gestion, peut-être c'est là où je vais terminer, ne devrait pas se limiter uniquement sur la rente. Et même sur la rente, une question devrait être une priorité. L'argent du pétrole devrait servir à la recherche, parce qu'il y a énormément de compétences au niveau de CROT, mais ils n'ont pas des moyens. Donc le renforcement des capacités ne se limite pas sur les ressources humaines, mais en termes d'équipement. Parce que CROT, à ma connaissance, parce qu'à travers mes recherches, il ne pouvait pas dépasser les 300 à 800 mètres de profondeur. Or, les découvertes se situent sur les 1000 à 2000 et quelques mètres de profondeur. Nous savons tous qu'en milieu marin, il y a 4 types de zones. Les zones n'ont pas les mêmes prédilections en termes de richesse sur la biodiversité. La zone intertidale est différente de la zone abyssale. La zone abyssale est différente de la zone adale, et cette zone adale est différente de la zone abyssale. Donc, pour chaque zone, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Je pense que c'est une question. Pour dire vrai, encore, il me faudrait parler un peu de cet aspect lié à la pluralité des compétences sur la dimension géographique par rapport à la dimension de nos territoires. On ne devrait pas agir dans l'urgence. Au moment où on parle de pic pétrolier, aujourd'hui, c'est ce qui détient la matrice énergétique. Il faut bien négocier, mais aller tempo. Ça, peut-être, c'est un cri de cœur en tant que jeune, parce que je vois ce qui se passe. Donner des blocs n'importe comment, au moment où le code n'est même pas du tout pertinent, au moment où la recherche est cruciale et boulevard pour accélérer. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de personnes ici. Et ce que vous a valu, c'est tous ces applaudissements. Mais pour ce que je connais, je vais tenter de vous rassurer. Il y a un groupe COS Petrogaz. Je pense que certaines personnes peut-être savent de quoi je parle. Alors, cette structure COS Petrogaz est dirigée par le Premier ministre. Et tous les secteurs sont représentés dans ce groupe de réflexion. Pour le secteur de la pêche, c'est le ministre en personne qui représente le secteur dans ce groupe de réflexion. Et je pense que nous pouvons leur faire connaissance.
pour toutes ces craintes que vous avez soulevées sur la gestion de la rente, sur les ressources humaines par rapport au secteur de la pêche qui me concerne. Nous avons un projet dans le cadre d'un partenariat avec la Pologne de créer une académie des pêches qui est à un niveau vraiment supérieur même à l'ENFEM, supérieur à l'UPA, supérieur au CNSTPA, mais qui va permettre à tous ces étudiants qui vont sortir de là-bas d'avoir la possibilité d'intégrer cette académie-là. Et dans cette académie, il est prévu la formation, des formations dans le cadre du secteur du pétrole. Donc ça, c'est pour la pêche. Et je suis sûr que dans les autres secteurs aussi, il y a beaucoup de projets comme ça en guise de prévention. Et pour vraiment vous rassurer, je sais que ça ne vous rassure pas peut-être à 100%, mais quand même, c'est des problèmes que les autorités déjà ont commencé à prendre. Et puis, bon, dans ces réflexions aussi, à un moment donné, on va aussi associer tous les acteurs. Pour la pêche, on va associer les acteurs directs de la pêche. Quand je parle d'acteurs, il y a les pêcheurs, il y a les mareyeurs, il y a les femmes transformatrices. Tout ça parce que, comme on a dit tantôt, la réflexion est ouverte et toutes les connaissances sont importantes, même les connaissances empiriques. Donc voilà. Maintenant, avec votre permission, je vais ouvrir une liste pour les intervenants. Je vous demanderai